Bonjour tout le monde, bonjour la team Evivo. Bonjour Voilà, Romain, bonjour tout le Guillaume, monde. Guillaume et Marie avec nous aujourd'hui. Donc cette vidéo fait partie de la série Choisir son PMS. Donc je rappelle l'idée, c'est de pouvoir découvrir justement les outils qui sont disponibles. Alors avec une sélection sur le marché français, des outils qui sont disponibles avec des interfaces en français, avec un support en français. Donc aujourd'hui, on a l'équipe Evivo qui est avec nous pour répondre aux différentes questions, présenter leur outil, leurs fonctionnalités. Et hâte d'en savoir plus sur cet outil. Bonjour à vous deux. Je vais vous laisser vous présenter, puis après, on va rentrer dans le cœur du sujet avec les différentes questions. Allez, parfait. Merci Romain, en tout cas merci de nous avoir permis de prendre la parole aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Guillaume, je travaille chez Vivo depuis 2012 maintenant. Je m'occupe de tout le marché français, que ce soit l'équipe commerciale, les formateurs, le marketing, etc. Et je suis accompagné de Marie, qui elle s'occupe de plus la partie marketing et partenariat, qui interviendra avec moi sur différents sujets, qui Bonjour. est chez nous depuis maintenant 2 ans. Je me trompe pas, Marie, hein. 2 ans et demi, je crois. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Euh, alors, est-ce que tu souhaites qu'on démarre par un petit peu l'historique des Vivo? Ouais, c'est ça, c'est présenter un peu qui est Evivo, petite introduction rapide à la société. Ok. Alors, Evivo, c'est une société donc, qui existe depuis 2005. Alors, je vais mettre cette slide-là qui est un peu plus parlante. Société qui existe depuis 2005-2004, qui a été créée historiquement en Angleterre, cofinancée par le gouvernement anglais, et ça s'adressait donc au démarrage aux hébergeurs indépendants de petite et moyenne taille, qui peuplaient un petit peu le paysage anglais, à savoir les cottages, les B&B, etc. Il y en avait pas mal. Et l'idée, c'était un peu le début d'Internet, de les aider à se digitaliser au mieux, qui prennent un petit peu une bonne part au sein de cet environnement-là, comment gérer les agences en ligne qui commençaient à se créer, comment gérer la distribution en direct, comment synchroniser tout ça. Donc c'était un système qui était complètement différent en 2004, hein. C'était vraiment un logiciel en dur installé directement sur la machine du client. Et petit à petit, donc 2004 en Angleterre. En 2012, ils ont souhaité donc se déployer hors de l'Angleterre. Ils ont ouvert les bureaux en France. Donc moi, je les ai rejoints à ce moment-là. 2014, ils ont refondu complètement le système. Donc c'est là qu'on est arrivé vraiment sur ce concept qu'on appelle aujourd'hui Evivo Suite, à savoir une suite logicielle tout en un, qui va comprendre aussi bien la partie PMS, Channel Manager, paiement, relations clients, statistiques et autres. Donc ce concept de suite, on le porte vraiment depuis 2014 en fait, avec des fonctionnalités qui se sont enrichies au fil du temps. 2017, on a pu racheter à l'époque une société qui était un petit peu notre concurrent direct sur le marché français à ce moment-là, qui s'appelait Xotelia. Je crois que tu les connais d'ailleurs, ou Ouais. tu les connaissais, euh, qui s'adressait de la même manière qu'on s'adressait aux chambres d'hôtes, aux hôtels plutôt de moyenne ou petite capacité, ainsi qu'à la partie location courte durée. Donc, on était vraiment sur le même créneau. On a intégré donc toutes leurs bases, la partie Xotelia, le logiciel en tant que tel s'est fermé. On a gardé les équipes. Donc, il y a des équipes qui sont basées à Lyon et à Paris aujourd'hui pour les équipes françaises et Vivo. Historiquement, les équipes Xotelia de Lyon et à Paris. Donc, il y avait nos équipes Evivo France. Et aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de personnes à Paris, une dizaine de personnes à Lyon, qui s'occupent à peu près de tout le marché français. Lyon, c'est plus la partie formation, activation. La partie commerciale est plus sur Paris, mais ça peut être amené à changer, hein. Voilà. Et après, en parallèle, on a ouvert aussi d'autres marchés, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, également l'Amérique du Nord. Donc, on a des bureaux dans chaque pays dans lesquels on décide de s'implanter. Et c'est à peu près 120 collaborateurs aujourd'hui, 16 000 propriétés qui travaillent avec nous au niveau global. Ok. Et je vois une arrivée aux États-Unis aussi récemment. Tout à fait, en 2019. Ouais, ouais, ça c'est le dernier petit bureau qu'on a ouvert.
Et bon, ça prend du temps, c'est pas du tout les mêmes. C'est immense en plus, Ouais. ce pays. Mais petit à petit, ouais, on a un logiciel qui s'adaptait aussi pour le marché US. D'accord. Et un des points qui est important sur les développements, aujourd'hui, si on parle un petit peu de notre marché, donc historiquement, c'était vraiment, donc on a dit les B&B, Ouais. les gîtes et les petits hôtels. De plus en plus, si je parle du marché purement français, on va dire qu'aujourd'hui, quasiment 50% de notre base, c'est vraiment ce qu'on appelle nous, le marché du vacation rental, donc les locations courte durée, les appartements, les conciergeries, etc. C'est un marché qui est venu nous chercher un petit peu plus au début, parce qu'ils avaient vraiment le vent en poupe et on en voyait de plus en plus. Du coup, tous les développements qui ont été faits depuis 2 ans, en tout cas sur Evivo, se sont vraiment axés sur cette partie-là. Qu'est-ce qui nous manquait, nous, en tout cas, pour travailler de manière correcte avec toutes ces conciergeries-là. Et ça fait partie aujourd'hui d'une grosse partie de nos clients, quoi. D'accord, ok. Donc, il y a la partie historique qui est chambre d'hôte, petit hôtel, Ouais, et une autre partie qui est plus vacation rental avec les conciergeries ou même des c'est ça. propriétaires investisseurs qui gèrent eux-mêmes leur logement, peut-être. Ouais, c'est Tout à ça. En fait. fait, on le verra, hein, que nos développements, que ce soit produits ou les connexions d'OTA, ou même la partie des paiements, tout s'est orienté dans ce sens-là. Et D'accord. effectivement, on a aussi bien des propriétaires exploitants. Ça pourrait être mon oncle qui souhaite mettre son appartement en location courte durée et le commercialiser partout, comme on a des conciergeries qui ont des centaines de lots et qui souhaitent utiliser Vivo pour centraliser l'ensemble de leurs biens. D'accord. Donc, tu l'as dit, c'est une solution qui est complète, qui fait PMS, Channel Manager, C'est ça. paiement, site, Je suis etc. passé sur cette slide-là qui est un petit peu plus aussi parlante. Ici, par exemple. Ok. Donc, Evivo Suite, en fait, donc c'est une solution donc en ligne. On se connecte, comme quasiment tous nos concurrents aujourd'hui, hein, du moment qu'on a une bonne connexion Internet, on se connecte n'importe où. On va mettre dans Evivo tout ce qui concerne notre établissement d'un point de vue contenu, donc les photos, les descriptifs, les équipements, les tarifs, les emails que je vais envoyer à mes clients, que je vais pouvoir personnaliser, etc. Et une fois que j'ai rentré et que j'ai bien tout personnalisé, donc je vais pouvoir interagir avec mes réservations, avec mes clients, au travers de différents modules qu'on appelle, alors nous, il y a différents modules que tu vois sur la droite. Il y a le premier, donc en bas, qu'on appelle Payment Manager. Donc ça, c'est la possibilité de pouvoir traiter les cartes bancaires. On le verra un peu plus dans le détail après donc, dans Evivo. Website Manager, donc c'est la possibilité d'avoir soit un moteur de réservation, soit un template de site qu'on peut mettre à disposition de nos clients pour bien sûr gérer un maximum de réservations en direct et pouvoir un petit peu s'automiser vis-à-vis des OTA. Property Manager, c'est le PMS, c'est la même chose. On a récemment changé le nom pour Property Manager, mais c'est le PMS. Mhm. Channel Manager, ce sont tous les canaux connectés. Promo Manager, c'est toute la gestion des tarifs. On pourra regarder un petit peu plus en détail comment ça marche. Guest Manager, c'est toute la relation client et les emails automatisés. Et Performance Manager, c'est toute la partie statistiques, chiffres, rapports. Ok, d'accord. Donc, sur la L'idée, c'est partie. Ouais. L'idée un peu, c'est d'avoir, Guillaume le disait, d'avoir un contenu multimédia qui soit très riche, qui soit utilisé sur toutes les connexions et notamment bien sûr sur les connexions Channel Manager, où là, on va alimenter en fait les canaux de vente avec beaucoup de contenu. Alors, c'est pas que du contenu photo ou descriptif, ça va plus loin, c'est aussi tout ce qui est conditions de vente, multi-plans tarifaires, ça va très très loin, notamment également dans la gestion des réservations. On le verra aussi tout à l'heure. On a la possibilité de centraliser certaines actions qui requièrent, dans pas mal de cas, en temps normal, d'aller sur l'extranet de l'agence en ligne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si on a une carte refusée, si on a un client qui ne se présente pas, si on a pas mal de choses comme ça. D'accord. Ok. Donc, voilà. C'est le contenu multimédia, il va jusque-là. Ok. Je pense que peut-être que le mieux, c'est de passer sur la version, on va dire, live, qui va permettre de creuser un petit peu chaque fonctionnalité. Si tu as une question sur un point ou un autre, hein, tu nous coupes et puis on y répond. Mais ça va permettre de creuser à la fois ce que fait notre PMS, ce que fait la partie paiement et autres. Ouais. Voilà. Alors là, ça, c'est juste la page d'accueil classique, hein. On se connecte, un identifiant, un mot de passe.
Et dès que je suis connecté, je vais arriver sur cet onglet-là. Par défaut, donc nos utilisateurs arrivent sur un planning. C'est l'écran le premier écran qu'ils voient quand ils se connectent à eVivo. Ouais. Donc on a différents onglets en haut, planning, liste, action, etc. Sur la gauche, les typologies d'hébergement. Alors, sachant que toi, tu travailles plus avec des appartements et des propriétaires qui vont avoir peut-être plusieurs biens, plusieurs adresses différentes, un des points importants, c'est que quelqu'un qui aurait 10 listings différents sur Airbnb, 10 comptes Booking différents sur Booking.com, aurait ici un planning qu'on appelle, nous, multipropriété, avec ces 10 lignes, des interlignes pour chaque nom d'appartement, mais il verrait tout ça sur un même écran. Mhm. Il n'aurait pas besoin de se connecter à travers différents plannings, il aurait vraiment un planning commun pour l'ensemble de ses biens. C'est juste que historiquement, vous venez de l'hôtellerie, on va dire. Voilà, et donc vous avez une structure d'outils qui est à l'origine. historiquement, effectivement, ça s'adressait à quelqu'un qui avait par exemple un compte sur Booking.com avec X chambres dedans et il allait voir ici son planning de cette manière-là. Demain, pour les conciergeries ou les groupes d'appartements, c'est le même principe, sauf que du coup, derrière, c'est plusieurs comptes connectés et sur un même planning. Ok. Donc sur la droite, on verra les typologies, sachant qu'on a tout adapté pour pouvoir nommer et catégoriser ça selon la typologie de l'hébergeur, une chambre, un studio, un appartement, un gîte ou autre. On peut vraiment faire ici ce qu'on veut. On a plusieurs vues, une standard, une zoom. Là, je suis sur une vue zoom pour que les participants voient bien ce qu'il y a à l'écran. Et au centre, les réservations, avec différents codes couleurs. Alors, on a des réservations qui sont grisées, qui sont des réservations pour lesquelles il y a déjà eu un check-out. Le client est parti. Les réservations qui sont en rouge sont les clients qui sont présents actuellement dans l'établissement. Celles qui sont en jaune ou en beige, ce sont toutes les réservations à venir, mais qui ne sont pas encore arrivées. Les réservations en jaune, ce sont celles en provenance des agences en ligne, Airbnb, Booking, Expedia, etc. Les réservations en beige, ce sont les réservations en provenance soit de leur site web, soit qui auraient été saisies manuellement. Donc c'est du direct. Soit le site web, soit saisi manuellement. Et on va voir un petit logo, que ce soit en bas à droite avec deux petits, ça c'est le logo eVivo, ça veut dire que c'est du direct sur son site web. Et quand c'est saisi manuellement, logo téléphonique. Donc ça, on essaie d'être assez simple sur ça. Pour saisir une réservation, c'est très simple. Soit je clique sur une des cases qui est disponible, soit en haut à droite, j'ai un petit bouton nouvelle réservation, je peux cliquer dessus, ça me crée la même fenêtre. Donc là, je clique ici par exemple, et j'ai une fenêtre nouvelle réservation. Là, je vais pouvoir saisir l'ensemble de ma résa, le nombre de nuits, le nombre d'adultes, des notes pour moi. Le type d'unité par défaut est choisi en fonction de ce qu'on a, l'unité sur laquelle on a cliqué. Le tarif qu'on souhaite appliquer éventuellement, donc il y a toute une liste en fonction des tarifs et des plans tarifaires qu'on aurait créés en amont. Ouais. Un champ recherche client. Donc là, soit je peux retrouver un client dans ma base de données, soit je peux saisir un client juste en dessous, téléphone, etc. Et tout en bas, alors attends, parce qu'avec le partage d'écran, je ne le vois pas bien, voilà. J'ai un petit champ donc confirmé par email qui me permet donc d'envoyer automatiquement une confirmation par email à mon client. On verra plus tard où c'est qu'on peut personnaliser ces emails, mais on a toute une batterie d'emails clients qu'on peut envoyer en fonction de différents scénarios. On regardera ça un petit peu après. Et ensuite, je clique sur réserver et automatiquement, ça bloque ma résa sur mon planning et ça ferme, bien sûr, la disponibilité partout, sachant qu'en termes de temps de réaction, c'est quasiment... c'est très rapide parce qu'on n'est pas interfacé à d'autres channel managers ou autres. Donc, tout est fait chez nous. Hein. C'était une des questions qui est hyper importante, justement. C'est la partie channel manager. Là, on voit l'exemple donc l'interface sur une résa directe. Vous êtes connecté en API. Donc, oui. du coup, avec tous les partenaires qu'on a vus sur la slide précédente où on voyait les logos des différents channels. Je peux revenir sur cette slide-là qui va être... je te montre ici. Voilà. Okay. Ici, donc toutes les connexions qu'on va voir soit sur notre site web ou sur cette slide-là, c'est uniquement de l'API. Hein. On a bien sûr de l'ICAL possible en one-way ou two-way suivant les partenaires, mais celle qu'on met en avant, c'est de l'API, donc que ce soit Booking.com, Airbnb, Agoda, HomeAway à Britel, Google Hotel Ads. Donc là, c'est vraiment de l'API où on va faire de la mise à jour des tarifs. Ça, c'est classique, hein, c'est le travail, on va dire, basique d'un channel manager, des dispos, mais également des contenus.
on a fait un travail assez poussé pour pouvoir, pour toutes nos connexions, avoir cette connexion vraiment complète, également de mise à jour de contenu, donc photos, équipements ou descriptifs quand c'est possible. Sachant que le client peut avoir le choix également de dire, par exemple, je prends le cas d'Airbnb, je souhaite une connexion complète ou une connexion limitée. On a eu des clients qui me disent, par exemple, moi, je ne souhaite pas que sur Airbnb, on mette à jour mes descriptifs depuis Evivo. Je veux le garder de manière vraiment séparée sur Airbnb. C'est possible aussi. Et comme on a des cas de figure vraiment différents en fonction des hébergeurs, voilà, les deux cas de figure sont complets, sont possibles, mais les versions complètes de la connexion sont disponibles sur l'ensemble des OTA, ce qui nous permet d'avoir un onboarding, donc une mise en ligne complète de l'annonce si le client n'est pas encore commercialisé. On a des clients qui régulièrement qui viennent nous voir en nous disant voilà, moi j'ai un nouveau bien que je viens d'acquérir, je souhaite le commercialiser sur l'ensemble des plateformes. Dans ce cas-là, ils vont juste mettre toutes leurs informations dans Evivo. Ils vont cliquer, je peux le montrer par la suite, donc dans l'onglet qui est dédié à cela, sur connecter sur Airbnb, Expedia et autres, et automatiquement, ça va procéder à la création de l'annonce. D'accord. Ça peut paraître un détail, mais ça fait gagner des heures de travail. Ouais, complètement. Là où on le voit, c'est surtout pour les conciergeries, en fait. Et ça, on constate sur tous nos gros marchés, que ce soit en France, en Angleterre ou partout. Des conciergeries qui vont grossir petit à petit. On en a certaines qui sont parties de 7 appartements qui en ont des dizaines aujourd'hui. Le gain de temps, en fait, se trouve là. Ouais, c'est lorsqu'on a ajouté toutes les semaines ou tous les mois X appartements. En fait, on fait une économie de temps qui est multipliée par le nombre de canaux sur lesquels on est distribué. Ouais. Et après, un point sur la partie API. Donc, il y a les OTA, on va dire, mondiaux, globaux. Et après, également, il y a un travail plus national qu'on fait, nous, avec les équipes en France, pour être intégré avec des acteurs qui équipent des offices de tourisme ou des destinations, qui soient interfacés avec Evivo. Donc, Marie, si tu veux en parler, n'hésite pas. Mais oui, alors tu veux Vas-y, je t'en prie. là, en fait, rapidement, sur le marché national, il y a 2 grands acteurs qui fournissent en fait les institutionnels, donc l'Office du tourisme, comités régionaux de tourisme, comités départementaux, etc. Ça va être, ils sont côte à côte sur la slide, c'est Ingénie et Alliance Réseau. Donc, on a fait un travail en fait pour s'intégrer avec eux et pour pouvoir proposer à des hébergeurs qui se trouvent sur des territoires équipés de ces technologies-là, pour proposer leurs hébergements autant sur les OTA que sur les sites des offices de tourisme. Et là où on l'a vu cet été, c'est que l'impact en fait est top quand on est dans un cas comme en 2020 où on a affaire à une clientèle ultranationale qui voyage sur du national et qui se tourne vers les offices du tourisme qui vont proposer de l'hébergement, des activités, des informations sur la destination, etc. Donc ça a énormément de sens pour nos utilisateurs aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà. Je retourne un petit peu sur le planning. Alors, quand on a une réservation qui est à l'écran, je prends par exemple ici Catherine Deneuve, on a plusieurs onglets en haut. Quand on clique sur une réservation qui apparaissent, le premier onglet ici va me donner le résumé un peu de ma résa. Date d'arrivée, date de départ et la source de ma réservation. Automatiquement, en fonction du scénario, il va y avoir donc le total, le montant total de la réservation, ce qui a été payé ou pas en ligne, en fonction donc de l'agence en ligne, en fonction de mes conditions d'acompte également, le solde qui reste à payer et le montant qui est dû, le solde qui sera dû le jour du départ, et puis ce qui est dû peut-être aujourd'hui en fonction de mes conditions d'acompte. J'ai un onglet à côté qui est l'onglet carte. Alors ça, c'est un point important où on va plus arriver sur la partie Payment Manager. Donc notre système, en fonction des cas de figure, va faire remonter donc la carte bancaire dans Evivo. Je dis en fonction des cas de figure parce que certaines agences type Airbnb sont marchandes, ne fournissent pas la carte, et dans ce cas-là, on n'aura pas de carte. Par contre, de nombreuses agences permettent d'avoir la carte bancaire, Booking.com, Expedia ou d'autres. Et dans ce cas-là, la carte va remonter ici. Et là, l'hébergeur va avoir plusieurs choix. On a des clients qui nous disent moi, je souhaite avoir la main sur ça, je veux juste voir le numéro de carte et ensuite, je m'occupe de mon côté de faire ma VAD ou de gérer mes paiements. Donc, pas de problème, ils auront accès à tous les numéros ici et ils s'occupent de ça de leur côté. On a des hébergeurs qui nous disent moi, votre option Payment Manager, ça m'intéresse, ça va me faire gagner beaucoup de temps et ça va me permettre de tout automatiser. Donc, dans ce cas-là, la carte, donc, elle va être vérifiée par notre système automatiquement.
Et l'hébergeur, soit il va pouvoir cliquer ici sur préautoriser ou débiter. Dans ce cas-là, il est basculé sur l'onglet paiement qui va lui permettre de pouvoir, en quelques clics, débiter la carte et faire une VAD à travers Evivo. Donc ça, c'est une première option. Donc là, il va pouvoir mettre un montant. Donc j'ai un solde de 175 euros, je mets mon montant, je cliquerai ensuite sur encaisser et automatiquement, donc le paiement se fera. Ou alors, on a aussi la possibilité d'envoyer un lien ici via le petit email demande de paiement et automatiquement, je vais cliquer sur envoyer ici et l'internaute va recevoir, le client recevra son email pour faire un paiement vraiment sécurisé avec un lien 3D Secure. Parce qu'on a noté, notamment depuis le Covid, le confinement, etc., de nombreuses annulations, de nombreuses rétrofacturations des chargebacks sur les cartes bancaires. Et donc, on conseille de plus en plus aux hébergeurs de faire ça pour avoir de moins en moins de problèmes. C'est-à-dire que là, le client final va recevoir ce genre d'email. Et il va pouvoir lui-même donc cliquer donc, sur payer le solde ici via un lien sécurisé. Mhm. Et là, il n'y aura pas de contestation possible. D'accord. Et donc là, l'internaute arrive ici et il va pouvoir ensuite payer son solde. Et là, on répond à toutes les normes actuelles du marché, que ce soit la norme DSP2 ou alors nous on est PCI niveau 1 depuis depuis des années aujourd'hui. Mais là, ça va permettre vraiment de pouvoir sécuriser au maximum tous les paiements. D'accord. Et derrière, le gestionnaire, il peut installer quelle passerelle de paiement? Alors, nous, on est connecté à différentes passerelles de paiement suivant les marchés. Aujourd'hui, sur la France, on est principalement connecté à un Ingenico qui est connecté à l'ensemble des banques marchandes sur le marché. La plupart de nos clients, par exemple, ont un compte VAD, un compte professionnel bancaire ouvert, par exemple, au Crédit Agricole, à la BNP, à la Banque Postale ou autre. La plupart des grosses banques aujourd'hui sont connectables à Ingenico. Et que, du moment qu'ils vont ensuite connecter donc, leur compte bancaire VAD à Evivo, dès qu'ils vont faire un débit à travers Evivo, l'argent va aller chez eux automatiquement. D'accord, ok. Voilà. Après, on a le cas parfois de figures ou de petits hébergeurs qui n'ont pas de compte bancaire professionnel. Dans ce cas-là, on peut se substituer à un compte bancaire marchand. On peut encaisser pour eux, leur reverser l'argent. D'accord. Donc, ça, on peut le faire. Il y a quelques limitations parce que forcément, on a un intermédiaire, mais c'est une possibilité. D'accord. Et vous fonctionnez avec d'autres passerelles que Ingenico? Oui, il y a Intuit, mais c'est plus sur le marché US. Il y a, mince, il y en a une qui m'échappe. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur toute la partie wallet pour pouvoir travailler avec D'accord. Vous êtes connecté à Stripe, par exemple? Non, Pas encore, Stripe, non. pas pour le moment. D'accord. On étudie ça, mais honnêtement, on le contourne assez facilement, notamment pour des raisons de coût, parce qu'ils sont généralement les hébergeurs avec lesquels on travaille, en tout cas, trouvent moins cher auprès de leur banque qu'avec Stripe. Hein. Oui, bien sûr, c'est juste que souvent, les conciergeries qui n'ont pas la carte G et qui ne peuvent pas encaisser l'argent eux-mêmes, il y a des moyens, ça peut être facilité avec Stripe notamment. Donc, ça reste une solution un peu de bricolage pour pas mal de conciergeries dans ce cas-là. Nous, les conciergeries aujourd'hui qui n'ont pas la carte G, souvent, quand ils souhaitent automatiser le paiement, passent par le compte marchand Evivo. Donc, on va encaisser pour eux et on leur reverse ensuite. La seule limitation, c'est qu'ils ont des limitations. Ils ne peuvent pas débiter les extras, par exemple. Si quelqu'un prend en plus une bouteille de champagne ou autre, il ne pourra pas le débiter à travers Evivo. Il pourra débiter que la nuitée, en fait. Donc, c'est une des limitations quand ils sont dans le compte marchand d'Evivo. C'est pour ça que je préfère toujours qu'ils aient leur propre compte marchand connecté à Evivo. Voilà. Ok. Et du coup, j'ai vu sur l'écran où tu montrais la prise de paiement. Oui. Donc, on pouvait choisir entre paiement et préautorisation. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi préautoriser pour une potentielle gestion de caution. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On peut donc. Alors, il y a plein de scénarios possibles. Donc, il y a la partie automatisation des paiements via la VAD à travers Evivo. Donc, on a un système aujourd'hui qui permet de manière intelligente d'anticiper toutes les conditions d'acompte et les conditions de prépaiement. Donc, si quelqu'un nous dit, par exemple, j'ai des conditions de vente où je réserve et on me doit un acompte de 30% à la réservation, puis 30% à J-15, notre système peut automatiquement débiter, sans qu'il y ait de clic à faire à travers Evivo, les cartes.
Et on peut également, s'il le souhaite avoir quelque chose de plus sécurisé, il peut dire à la place à J-15 d'avoir une VAD qui soit effectuée. Je veux que le système EasyFlow envoie un email et que le client me paye via un lien sécurisé à J-15 le solde ou les 30% restants. D'accord. Ça, c'est possible aussi. Et effectivement, il y a un bouton préautorisé. L'hébergeur va pouvoir aussi préautoriser une caution à travers Evivo. En fait, donc, généralement, ce qui se passe, c'est que l'hébergeur va aller ici sur l'onglet charge. Il va pouvoir ajouter une charge. Alors, l'onglet charge ici, c'est pour gérer les extras, rajouter un petit déjeuner, rajouter un dîner ou autre. Mais il va aussi pouvoir ajouter, par exemple, une caution en tant que telle. Et il va pouvoir ensuite choisir de la préautoriser ou non sur l'onglet paiement et de la relâcher si besoin ou de la débiter à la fin si ça se passe mal. D'accord, mais est-ce que ça peut être complètement automatisé, c'est-à-dire le séjour c'est 1 000 €, la caution c'est 400, j'ai une réservation, disons une réservation directe sur mon site, le voyageur paye un acompte et il va recevoir automatiquement un mail à J-X qui a été décidé et défini pour et le solde et potentiellement lui dire moi j'exige qu'il y ait une caution qui soit payée avant, etc. Donc tout ça tourne tout seul. Tout ça tourne tout seul. Du moment, encore une fois, qu'on a la carte bancaire et que, par exemple, Airbnb, ils ont leur système de caution, ça passe pas à travers nous, mais du moment qu'on a la carte bancaire, on peut automatiser tout ça et la gestion des cautions. D'accord. Voilà. Ouais. Au-delà des cautions, donc ça, on a la capacité donc d'automatiser la préautorisation. Ça nécessite néanmoins que le propriétaire relâche la préautorisation au départ du client ou 7 jours après selon ses conditions. Et dans les charges, on a la capacité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'intégration API, les charges principales peuvent être mappées directement avec les annonces de voyage sur les sites des voyages en ligne. Donc tout ce qui est lit supplémentaire, caution, taxes de séjour, ménage, ce genre de charges-là peuvent être reliées directement aux agences de voyage en ligne. Ce qui fait que si demain, mes frais de ménage, pour une raison X ou Y, passent de 50 à 60 € par séjour, ça va être mis à jour partout et ça va être affiché pour les voyageurs. J'ai un petit bouton charge ici où je vais définir tous mes extras. Et en fait, par exemple, si je prends mon extra qui s'appelle caution ici, là, j'ai une petite case que j'ai cochée, mappée aux agences OTA. Donc, du moment que je paramètre ma caution ici, elle peut être envoyée avec le bon montant directement sur les OTA. D'accord. Elle sera juste, indiquée, puisque de toute façon, à part Airbnb, personne ne gère la caution. Voilà, elle sera indiquée, c'est ça. Ok, d'accord. Mais ça permet une transparence énorme en fait, pour le voyageur. Ok, d'accord. Tac. Ensuite, je finis rapidement sur une réservation. Donc, carte, info client, je passe vite, mais là, c'est toutes les informations clients. Tout ça alimente une base de données client qui va pouvoir par la suite télécharger ou travailler. Paiement, on l'a vu. Facture, ici, c'est pour générer une facture ou générer un relevé de compte pour le client. Donc, je ne sais pas si tu as une question particulière. Je vais générer une facture ici. Hop. Donc là, j'ai mon lien. Hop, une petite seconde, je rebranche l'ordinateur pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Voilà. Clac. Donc là, on génère la facture pour le voyageur. Là, générer la facture. Là, la facture va apparaître et on peut après l'envoyer automatiquement par email ou l'imprimer. Qu'est-ce qu'elle me fait? Bon, après, c'est pas grave. On a l'idée. Et après, sur l'onglet message qui est ici, tu vas retrouver donc l'ensemble des messages que tu as pu envoyer à tes clients. Donc, soit manuel, soit les mails automatiques qui sont. Voilà, en fait, là, j'ai un menu déroulant etc. avec tous les emails que j'aurais préparamétrés. Je te montrerai dans un autre onglet. Donc, j'ai un email qu'on appelle avant l'arrivée, après le départ. Et donc, tous ces emails-là, il peut y avoir des règles enregistrées. Je peux avoir un email avant l'arrivée, 2 heures avant l'arrivée. Je peux avoir un email avant l'arrivée, 1 jour ou 2 jours avant. Après le départ, avec des règles d'envoi également. On a des emails de reconfirmation. Donc, l'agence OTA envoie un email de confirmation. Notre système peut derrière envoyer un email pour reconfirmer avec des informations complémentaires directement au client. Et ça, c'est donc évidemment, c'est contextualisé avec les informations du voyageur, du séjour, du logement, etc. Mais est-ce que c'est aussi, est-ce qu'on peut le personnaliser, c'est-à-dire par exemple, les réservations Airbnb, étant donné qu'Airbnb prend les paiements et la caution, il y a certains mails que peut-être on n'a pas envie de leur envoyer.
Donc, oui, il me semble bien que oui. Attends, je ne veux pas te dire de bêtises. Il me semble qu'on peut lier des plantes à... filtrer ses mails par Ouais, critère, en fait. Je vais vérifier ce point-là. D'accord. Mais il me C'est semble la qu'on peut... reconfirmation qu'on peut activer ou non. Il me semble qu'on peut peut-être le lier à des plans tarifaires, mais je veux juste te le confirmer par la suite, si ça embête pas pour pas dire de Oui, bêtises. bien sûr. Donc voilà, en gros, le planning, c'est un peu cette vue-là. Ensuite, j'ai une vue ici qui s'appelle liste, où là, j'aurai exactement les mêmes informations. Alors, mais certains hôtels aiment bien travailler sous cette vue-là, avec des filtres, arrivée en chambre ou départ, qui me permettent tout simplement de savoir aujourd'hui, ben voilà, j'ai Les arrivées du jour. ces arrivées à prévoir. Ces deux-là sont déjà arrivés. J'ai des départs à prévoir. Bon, a priori, celui-ci il est déjà parti, etc. Action. Donc ça, c'est un bouton qu'on a mis en place, notamment pour des clients qui prennent l'option Payment Manager chez nous, pour automatiser toute la gestion des paiements et gérer la trésorerie de manière assez serrée. On a mis en place des filtres ici, par exemple carte refusée. Celui-ci, on l'avait mis en place pour Booking.com au démarrage, notamment sur des grosses villes où on avait beaucoup de clients qui avaient des problèmes de cartes refusées pour des histoires de visa, pour pas mal de problèmes avec des réservations. Et donc là, notre système, dès qu'une réservation arrivait et que la carte était refusée, il y avait une notification sur la réservation, elle était listée dans le tableau et il pouvait automatiquement soit demander une nouvelle carte au client à travers Evivo ou demander après l'annulation auprès de Booking.com. D'accord. À compte dû, c'est la même manière. Alors, soit notre hôtel ou notre hébergeur nous dit je souhaite automatiser tous mes acomptes et que Evivo, automatiquement, dès que je rentre dans ma fenêtre d'acompte, prenne l'argent, c'est possible. Ou alors, il y en a qui veulent le faire à la main. Donc, ils vont venir ici. Dès qu'ils rentrent dans la fenêtre d'acompte, ils vont voir la réservation qui est listée ici et ils vont pouvoir donc débiter réservation par réservation les acomptes qui sont dus. OK. Voilà. Après, il y a la partie tarif avec pas mal d'onglets. Alors, généralement, nous, ce qu'on fait avec nos clients, j'ai l'impression que j'ai pas une connexion Internet qui est... Voilà. C'est qu'on paramètre, alors ça c'est assez classique. Si tu as une question particulière sur le fonctionnement, tu me dis, mais généralement... disons que c'est pas une question, c'est une remarque, mais on l'a déjà évoqué. Moi, mon expérience sur tout ça, elle vient plus de l'aspect conciergerie. Donc c'est vrai que je suis toujours un peu dérouté quand... pour moi, les tarifs, ils sont liés, ils se gèrent sur chaque logement, parce que je gérais des appartements ou des villas. Et là, ça me fait bizarre de voir les tarifs tout seul à part, comme ça, un point d'entrée de tarif global, en fait. Ce qui se passe, c'est que comment on travaille, nous, quand on a une conciergerie qui nous dit, voilà, j'ai 20 biens, comment on commence à travailler ensemble? Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va paramétrer une espèce de propriété pilote avec l'hébergeur, en lui disant, voilà, on va donc créer donc, ton premier logement. Tu auras donc tes tarifs qu'on va paramétrer ici, avec ton nombre de saisons, tes plans tarifaires dans tarification, etc. Et à partir de ça, on a la possibilité de pouvoir cloner, si c'est un modèle type avec un système de tarifs à peu près similaire d'une propriété à une autre, on va pouvoir lui cloner donc tous ces plans tarifaires, ces saisons, etc., pour qu'il n'ait pas à les ressaisir d'une propriété à une autre. Mais en tout cas, au démarrage, effectivement, il faut le faire par propriété. Et là, aujourd'hui, pour savoir sur quelle propriété on est, donc, il pourra le voir ici en choisissant une seule propriété dans tout un menu déroulant. Là, il paramètre ses tarifs une par une, mais ensuite, sur tarif du jour, il aura une vue pour l'ensemble de ses propriétés. Donc là, s'il a 3 propriétés à 3 adresses différentes, là, il verra bien ces 3 propriétés avec les plans tarifaires qui sont liés à chaque propriété. D'accord. Cette vue-là, elle est proche d'une vue d'un PMS hôtelier assez classique et ça va plutôt s'apparenter à ce qu'on va utiliser quand on veut faire, par exemple, du yield management. Ouais. C'est vraiment pour effectivement, avoir une vue d'ensemble. On en avait parlé la dernière fois. Pour des conciergeries avec des appartements, donc à des adresses différentes, on a une vue multipropriété sur la vue planning et on a une vue multipropriété sur la vue tarif ici. Ensuite, il faudra donc en haut à droite cliquer sur la bonne propriété pour mettre les photos dans chaque propriété, les emails qui correspondent, etc. Mais en termes de vue multipropriété, c'est vraiment tarif et planning qui va gérer au quotidien, sur laquelle on a créé ces 2 vues qui lui permettent de gérer ça facilement. Ce qu'il faut savoir sur les tarifs, c'est qu'on peut bien sûr faire des tarifs, des plans tarifaires séparés
en fonction des canaux de vente. Je peux avoir autant de plans tarifaires que d'OTA si j'ai envie, même si c'est pas ce que je recommande. On peut avoir un plan tarifaire pour mes agences et ensuite une promotion que je vais appliquer par exemple à mon site web pour avoir un tarif préférentiel sur mon site web, ce que font quand même beaucoup de nos clients. Par la suite, on peut appliquer aussi des règles de yield, de revenu management par exemple. J'ai un onglet ici qui s'appelle règle de prix de fermeture qui me permet de définir une règle. Si par exemple, je vois qu'il ne me reste plus que 2 appartements sur un stock de 10, admettons, et que je veux que ces 2 appartements, dès qu'ils sont, les autres sont vendus, ils soient retirés automatiquement des OTA, ou alors que dès qu'il ne me reste plus que 2 appartements, mon prix pour ces 2 appartements sur les OTA augmente de 10%. Je peux définir une règle avec pas mal de paramètres qui concerneront l'optimisation de mes prix et la protection de mes marges. D'accord. Voilà, promotion. Hop, je vais dessus rapidement. Là, on peut créer un type de promotion. Du coup, votre gestion des prix par ligne tarifaire, ces lignes-là sont aussi synchronisées par API avec les différents channels tout à fait. support en tout cas. Complètement. Ouais, complètement. Je ne te montre pas tout, mais si je vais rapidement sur tarification, c'est là où on va aller créer les lignes tarifaires. Hop. Généralement, moi j'aime bien passer par là, mais en fait, on va sélectionner l'appartement, donc appartement 1, 2 ou 3 en haut. Ouais. Et là, en dessous, donc je vais voir écrit, là, c'est déjà paramétré, mais je vais pouvoir créer un tarif agence, un tarif non remboursable, un tarif Airbnb, tout simplement en cliquant sur ajouter un tarif ici, en haut à droite. Je vais avoir mon tableau avec mes saisons et ma semaine type que je vais paramétrer, avec mes restrictions, mes séjours minimum, mes séjours maximum, mes dates fermées aux arrivées et au départ, si je vends par exemple que du samedi au samedi. Et ensuite, je vais choisir l'agence à laquelle je vais attribuer ce tarif. D'accord. Et ensuite, on active le tarif et donc ce tarif n'alimentera que l'agence en question. Ça, c'est vraiment pour paramétrer les tarifs sur la longue durée. Après, au quotidien, c'est sur tarif du jour qu'on va aller faire de l'ajustement date par date et optimiser. OK. Promotion, donc là on va créer des promotions, que ce soit des promotions early bird, last minute. On peut faire pas mal de choses, notamment pour le site web. Donc là, si je clique sur Exclusive My Web, donc là je vais pouvoir créer des promotions pour mon site web. Par exemple, je peux choisir de réduire de 5% le prix pour toute réservation donc sur mon site web. Ça peut être une promotion ouverte, comme ça peut être par exemple un code promo. Si je travaille avec une société et je veux lui donner un code parce que soit c'est un bon client, soit j'ai un contrat avec elle, c'est possible. Par rapport au site web, justement, tu nous en parlais précédemment. Vous proposez un moteur de réservation. Voilà. Alors, c'est soit un moteur de réservation, soit un site web. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Là, j'ai un onglet d'ailleurs qui s'appelle Mon site web, donc, dans lequel je peux mettre déjà les photos. Donc, toutes les photos que je mets ici seront envoyées donc, soit sur mon site web, soit sur mon moteur de réservation si je ne prends que le module de réservation. Également sur les OTA, si je suis en connexion complète avec les OTA. Ensuite, dans l'onglet paramètres ici, je vais pouvoir sélectionner soit un template de site, donc si je souhaite que Evivo me fournisse mon site web, ici je vais pouvoir sélectionner ma maquette de site et ensuite la personnaliser avec des couleurs, des onglets, etc. Donc il y a comme un mini CMS qui est accessible. Ce n'est pas notre positionnement de base, on ne se positionne pas comme un CMS très puissant sur lequel vous allez pouvoir avoir un site web ultra personnalisé, mais on vous donne un site web aux normes actuelles, que ce soit en termes de sécurité et de navigation. Et, qui au moins permettent de prendre des réservations directes. Là, on peut regarder par exemple cet exemple-là. Ça, c'est un autre template en action. Donc là, il a son site là, sa page d'accueil, ses photos qui remontent ici. Il a ses onglets auxquels il peut accéder ici. Et après, donc c'est assez classique. Je clique sur réserver. Alors, on a deux types de modèles pour afficher les disponibilités. Soit un planning ouvert comme celui-ci, qui me permettra de voir automatiquement si j'ai un séjour minimum ou des dates fermées. Pour des appartements qui ont des restrictions, c'est souvent assez plus intéressant, plutôt qu'avoir un système de dates entrée-départ. Voilà. Et après, donc, je clique. Excusez-moi, j'ai toujours la vidéo en bas qui m'embête. Hop là.
Voilà, je clique ensuite sur voir les prix. Donc là, le site va charger et va nous permettre de voir les disponibilités. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai ma barre code promotionnel en haut, où là, je pourrais cliquer dessus et avoir accès à une offre privilégiée. J'ai ensuite donc mes typologies disponibles avec mes différents tarifs s'il y en a, les promotions également. Je peux revoir les photos en cliquant dessus. Si je souhaite réserver cette chambre-là, donc là, je clique. Je profite du chargement. Pour les conciergeries notamment, on a la technologie qui permet d'avoir un seul moteur de réservation avec toutes les propriétés, tous les appartements ou tous les chalets ou peu importe, sur une même vue et qui permet aux voyageurs de consulter les disponibilités sur une date sur plusieurs comptes en même temps. Ouais, de partir de saisir ces dates de séjour et on voit l'offre disponible. Oui, ouais, bien sûr. Exactement. Donc pour une conciergerie avec une image de marque et un moteur et avec un outil de réservation commun à tous ces appartements. D'accord. Donc là, bien sûr, les extras sont également paramétrables. Ouais. Avec des photos, un préavis si je ne veux pas vendre de dîner pour quelqu'un qui réserve le jour même, par exemple. Les extras, ils sont liés au logement ou au site au global? Les extras sont liés au logement au global et par contre, ils peuvent être liés, ça c'est sûr, à des plans tarifaires. Donc, comme on peut lier une chambre à un plan tarifaire précis, si vraiment il y a un extra qu'on veut rendre que pour un logement, c'est possible. D'accord. Ensuite, on peut avoir des demandes spéciales. Je clique sur suivant. Donc, nom, prénom, etc. Tac, tac, tac. Là, pour la petite information, on peut rajouter des champs. D'accord. En plus, si par exemple, je vais avoir un champ qui dirait dernier pays visité avec une étoile rouge parce que c'est obligatoire, je peux rajouter des champs dans mon back-office et avoir d'autres champs avec d'autres informations qui remonteront sur ma réservation. Et après, donc, je vais valider ma réservation via le paiement. Test. Tac. Tac. Et après, donc, le système de cartes. Okay. Et là, automatiquement, la réservation va se valider en fonction des conditions d'acompte. Un paiement ou non sera pris. L'hébergeur reçoit un email, bien sûr, le voyageur aussi. Et elle se mettra sur le planning comme on a vu. Hop, je retourne ici. Avec les deux petits i. Comme celle-ci, la Boris Baker par exemple. Donc elle viendra ici en plus clair. D'accord, ok. Donc là, on a mis ces logements en location, ils sont connectés, on a les prix, il y a les réservations qui tombent. Sur la partie qui suit, quand on est gestionnaire, quand on est une conciergerie, c'est la partie opérationnelle. Donc, le travail, il faut préparer les séjours, il faut préparer les logements, etc. Qu'est-ce que vous proposez comme fonctionnalité pour travailler en équipe, alors que ce soit des personnes côté bureau et des personnes côté terrain? Ok. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, dans ta question, j'imagine qu'il y a déjà la partie d'histoire des utilisateurs et des droits utilisateurs. Donc, on a à peu près 6 niveaux, si ma mémoire est bonne, de niveau d'utilisateur. Donc, ça va de la personne qui a tous les droits à la personne qui fait les ménages, à un mode lecture seule uniquement. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, pour la partie ménage, on a un niveau d'utilisateur dédié à cela qui lui permettrait de voir le planning en mode lecture seule et d'avoir accès dans l'onglet tableau de bord à un onglet ici qu'on appelle nettoyage, qui est un véritable tableau de bord en fait de ce qui se passe sur aujourd'hui, là on est sur la date du 20 novembre, pour les ménages. Donc là, j'ai le mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une rotation? Alors, ce qu'on appelle une rotation, c'est-à-dire quelqu'un part aujourd'hui et quelqu'un arrive aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une arrivée de prévue, etc. Quel est le statut? Donc là, par exemple, si je clique en haut, hop, ça veut dire que ma chambre elle a été faite, elle est prête. Et ça me permet également, par exemple, d'avoir une instruction. Alors ça, l'instruction de routine, ça a été mis sur la réservation. Je ne l'ai pas monté tout à l'heure, mais en fait, le réceptionniste, par exemple, pourrait noter sur la réservation une instruction de routine qui va apparaître ici pour la personne qui fait les ménages. Et ensuite, la personne qui fait la chambre peut également faire un retour
en disant par exemple, attention, mince, j'ai un problème de souris, raison pour laquelle cette chambre n'a pas pu être faite ou autre, et noter quelque chose ici, et ce sera visible après de la part du réceptionniste ou Donc, du directeur d'hôtel. et du coup, donc là, il y a des multi-accès avec des notions de droit, etc. C'est Mais ça. là, puisqu'on parle du cas concret du ménage et la possibilité de mettre des notes sur les interventions ou suite aux interventions, il y a une appli mobile. Oui, alors il y a une appli mobile. Alors, en étant complètement honnête, on est en train de la refondre en ce moment D'accord. même. Donc, il y en a déjà une, mais il y en qui a est en train d'être ouais, refaite. Ouais. il y en a déjà une qui, pour l'instant, je vais pas te dire d'aller la télécharger maintenant parce que tu seras déçu. Elle était très bien pour des clients qui avaient un bien, soit un hôtel, soit une chambre d'hôte. Par contre, dès qu'on arrivait sur un système de multipropriété, une conciergerie, l'application le supportait pas en gros. Donc là, on est en train de la refaire complètement pour avoir quelque chose au printemps qui soit complètement à jour sur la partie mobile et qui permettra notamment de gérer les ménages, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde la partie téléphone, c'était vraiment notre faiblesse. Donc ça, printemps 2021, c'est ça. On peut, on a ses équipes, chacun a sur son téléphone l'appli, ses droits et peut venir en fonction de ses tâches mettre des commentaires et savoir ce qu'il a à faire. C'est ça. Et en plus, on peut aussi ici, par exemple, envoyer des emails et paramétrer, par exemple, je veux envoyer tous les jours à 7 h du matin ou 6h30 une notification avec le tableau de nettoyage à toutes les équipes ou alors à tel email que je vais mettre ici. Donc, on peut vraiment pousser le. Ça, pour l'instant, ça nous permet de pallier justement au manque d'applications téléphoniques pour le moment. Mais ça permettra aussi, enfin, ça permet déjà là aux personnes, alors ça s'adresse autant aux hôtels qu'aux conciergeries, d'envoyer un mail notamment à des sociétés de prestataires qui ont des équipes qui tournent en fait, qui ne seront pas tous les jours les mêmes. Qui permettent d'envoyer un mail à la centrale. D'accord. Voilà. Après, en bas, tu vois écrit espacement sanitaire. Alors ça, c'est du détail. J'ai pas encore de recul d'ailleurs pour te dire combien de personnes l'ont utilisé. On avait mis ça en place lors du premier confinement en disant voilà, je veux laisser une nuitée de vide entre chaque réservation, par exemple. Parce qu'on avait peu de recul sur le virus. Faudrait que je regarde si c'est vraiment utilisé aujourd'hui. En tout cas, voilà, on développe vraiment en fonction des besoins des choses assez rapidement. Je sais que ça avait eu un petit peu plus de succès en Angleterre du fait que, il me semble que le gouvernement avait demandé avait fait passer un message un peu global au BNB, notamment sur les espacements sanitaires, ce qu'ils appelaient les buffers là-bas. D'accord. Donc, je crois que ça a eu plus de succès sur l'Angleterre. Ensuite, il y a un point pareil qui est important généralement pour la partie groupe, conciergerie, c'est les serrures connectées. Ouais. Donc pour l'instant, Marie, je te laisse en parler d'ailleurs, tu es plus sur ça. Ça fait partie des projets là, de cette fin d'année. On parlait API tout à l'heure avec les OTA, les agences de voyage en ligne. Donc c'est l'équipe interne qui a tout développé de ce côté-là. Et notre gros chantier depuis 1 an, c'est de mettre à disposition des API pour des partenaires, pour ajouter des serrures connectées, des systèmes de gestion client. On est connecté notamment à Guesttalk ou Wishbox, qui est assez connu sur le marché de la conciergerie en France. Donc ça fait partie des gros chantiers et donc assez rapidement, on sera en capacité de connecter des serrures connectées. Et de gérer tout ce qui est code porte, immeuble, etc. dans la réservation. Et de récupérer des données et d'en envoyer en fait. D'accord. Simplement ça. Donc c'est en ce moment même, on est en train de bosser dessus d'arrache-pied. Ok, donc 2021, il va y avoir plein de partenaires qui vont venir se connecter à eVivo. C'est ça, 2021, c'est un peu l'année des API, pas d'un point de vue OTA, mais d'un point de vue partenaire, que ce soit les serrures connectées, des systèmes de relations clients, que ce soit des API pour des systèmes de revenu management. On a pas mal de conciergeries qui bossent par exemple avec des gens comme le système de revenu management, PriceLab par exemple. PriceLab, ouais. Voilà. Et ça, le but, c'est que sur l'année qui vient, tout ce travail soit effectué et que ça fonctionne bien. Voilà. Ok, super.
Justement, vous me facilitez les transitions à chaque fois. Justement, j'allais vous poser la question. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver. Donc ça va être du nouveau pour Evivo. Si on cherche à comparer Evivo aux autres logiciels qui sont sur le marché, ça va être quoi rapidement vraiment les points différenciants qui vous différencient des autres acteurs? Alors, Marie complète si tu le souhaites. À mon sens, c'est l'aspect tout en un. Donc, ils vont rentrer une fois toutes leurs données ici. Ils n'ont pas après à les connecter à un autre channel manager ou un autre outil, en tout cas primordial pour leur activité. Donc, c'est ce côté-là tout en un et tout interfacé, tout communique vraiment en temps réel. Le deuxième point, enfin, notre deuxième force, à mon sens, c'est la partie connexion OTA et le fait qu'on soit en mesure de pouvoir onboarder une propriété de manière automatisée sur l'ensemble de nos partenaires. Ça, c'est un bon point, tout en permettant quand même d'avoir un contenu différencié en direct et des prix différenciés en direct, parce qu'il faut quand même toujours regarder que la main sur son site avec des valeurs ajoutées en direct. Ouais. Et le troisième point, pour moi, c'est la partie paiement. Notamment aujourd'hui en période de crise où la gestion du cash, de la trésorerie, c'est quelque chose de très très important. Et grâce justement à cette partie, à cet outil Payment Manager, ils ont le contrôle sur ça. Ils peuvent avoir des règles qui permettent d'automatiser toute cette gestion et d'avoir l'argent qui arrive directement sur leur compte bancaire, de manière complètement sécurisée. Pour moi, c'est vraiment trois points qui sont assez importants. Ouais, je rebondis sur ce que Guillaume disait au niveau des API. La grosse force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une sacrée équipe de développeurs, que ce soit au siège, comme en France d'ailleurs, on a une petite branche produit à Lyon. Ça nous permet de suivre au plus près les évolutions des API des OTA, parce que demain, si Booking.com rajoute un champ dans son API sans rentrer trop dans le détail, on est en capacité de l'adapter très très rapidement. De s'adapter très rapidement à tout ce qui est changement législatif, ce genre de choses, notamment sur les taux de taxes, ce genre de choses. On l'a vu en Angleterre il n'y a pas plus tard que cet été, avec un changement de TVA qui a affecté tous nos clients du jour au lendemain. Et on a cette force-là d'être très réactif selon le marché et bientôt de pouvoir interagir aussi avec d'autres players. D'accord, ok. Voilà. Alors, je me permets juste de finir sur paramètres, comme ça, on aura fait un petit survol. C'est vrai que parfois, certaines solutions commencent presque plus par cette partie paramètres, où en fait, on va commencer une démo avec comment paramétrer une unité ou un établissement. Nous, c'est un peu l'inverse, on part du planning. En tout cas, c'est ici au démarrage qu'ils vont aller paramétrer pour chaque établissement ou chaque appartement le nom, l'adresse, les descriptifs, les équipements, etc. Unités ici vont paramétrer le stock, si c'est un inventaire par appartement ou plus, les conditions de vente, conditions d'annulation ou conditions d'acompte, qui sont aussi mappées aux OTA. Nettoyage, j'en ai vu tout à l'heure, et agence, c'est là notamment sur l'onglet connexion qui vont choisir de connecter les agences avec lesquelles ils souhaitent travailler. Donc, on parlait d'onboarding tout à l'heure. Donc, si par exemple je suis un nouvel hôtel, donc là je suis en connecté, mais si je n'ai pas encore de compte sur Expedia, il me suffit de cliquer sur connecter et automatiquement, donc c'est comme si on acceptait un contrat à travers Evivo d'Expedia et ça va me mettre en ligne sur Expedia. On n'a pas besoin de. Si on ne travaille pas encore avec certains de ces channels, on n'a pas besoin d'aller sur leur site, de faire tout le process de contrat, etc. Alors, ça dépend des types de connexions. Expedia, il y a deux possibilités. Soit je vais avoir mon contrat en direct avec eux, c'est possible, on fait une connexion classique. Soit j'ai des clients qui me disent finalement ça me va bien, écoutez, faites la mise en ligne. Et dans ce cas-là, je clique juste sur connecter et je serai mis en ligne sur Expedia. C'est quoi la différence? La différence, c'est que ceux qui ont le contrat en direct avec Expedia, ils vont avoir accès à l'extranet Expedia. Donc, ils vont pouvoir gérer des petites choses un peu plus finement que s'ils ont une connexion en direct à travers Evivo. On ne va pas se mentir. Il y a des choses que en direct sur l'Expedia,
des petits points d'API que nous, on n'a pas à travers Evivo. Donc, s'ils veulent gérer, notamment, je crois, la partie réponse client, il vaut mieux qu'ils soient en direct avec Expedia qu'à travers Evivo. D'accord. Mais on a beaucoup de petites chambres d'hôtes pour qui ça suffit largement. Ouais, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas besoin de se connecter. Surtout, surtout quand on sait le boulot que c'est, parce que moi j'ai fait l'expérience, par exemple avec Expedia, c'est compliqué. Enfin, ça se fait pas comme ça C'est en pas claquant simple. des doigts, hein, d'ouvrir un contrat, de tout configurer, d'envoyer ses propriétés. Enfin, ça Ouais. prend du temps, Pour quoi. quelqu'un qui a l'habitude, qui est un bon professionnel, une taille conséquente, je lui conseille toujours d'ouvrir son compte sur Expedia, Mm. garder la main sur votre extranet, travailler la relation avec l'OTA vous-même, etc. C'est très important. Pour quelqu'un qui fait ça peut-être comme un deuxième travail ou qui n'a pas beaucoup de temps, bah, pas de problème, on peut le faire pour lui. Ça, c'est pour Expedia. Par Pour contre, Booking, je tiens à ouais. souligner quelque chose, c'est que même en passant par Evivo, l'utilisateur, même s'il se met en création automatique de l'annonce, etc., en signant le contrat à travers Evivo, sera quand même toujours en contrat direct avec Expedia. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien contractuel qui va C'est-à-dire que lier l'hébergeur à Expedia. Là, ça ne change pas. s'il arrête de collaborer avec vous et qu'il va chez un concurrent et qu'il veut rapatrier ses. Enfin, Oui, là, en fait, il récupère son compte. Il récupère son compte. D'accord. Ouais. Le compte qui aura été entre guillemets créé à travers notre API, et il a un identifiant quand même chez Expedia, il pourra le récupérer et dire à Expedia, s'il vous plaît, connectez-moi au concurrent X ou Y. C'est possible, bien sûr. Booking.com, c'est légèrement différent, mais c'est un peu le même principe. Ils vont cliquer sur connecter. La seule différence, c'est que là, Booking.com, en fait, va leur envoyer automatiquement un contrat par email. C'est comme si ça générait un envoi d'email au propriétaire pour signer le contrat. Il le signe et après, on reprend la main sur toute la mise en ligne. Donc, et on envoie toutes les informations dans l'extranet auquel il aura accès. C'est un peu pareil pour Airbnb. Et bien sûr, HomeAway, qui ne se fait plus appeler HomeAway depuis VRBO. peu. C'est VRBO uniquement, hein, donc il faut que je perde cette habitude. Abritel en France, ça marche aussi. Voilà. Agoda, qu'on a connecté récemment, qu'on peut aussi connecter à travers Evivo. HRS, qu'on peut également connecter. HRS, par contre, ce petit bémol, c'est le seul qu'on ne peut pas connecter en onboarding. Hein, donc, il faut qu'il pense bien à créer d'abord son compte et ensuite, on peut le connecter. Je ne sais pas si tu penses à des OT en particulier, mais voilà, ça, c'est les principales connexions. Sachant que derrière, ça alimente des dizaines de sites. Hein, bien sûr. Parce que on entend parfois des gens qui disent, moi, mon outil est connecté à plus de 100 canaux. C'est pas 100 connexions différentes. Aujourd'hui, il y a une dizaine de connexions sur le marché qui alimentent des centaines de sites. Ok. Voilà à peu près pour les grandes lignes. Est-ce qu'il y a un point les derniers points, mais on a les réponses sous les yeux, c'était s'assurer que l'outil est disponible en français. Donc, la réponse est oui. Ouais. Et surtout, est-ce qu'il y a un support qui est disponible en français et comment vous fonctionnez? Alors, au-delà du support, comment vous fonctionnez sur l'onboarding et comment vous fonctionnez après sur la vie client pour s'il y a des questions au quotidien? Ok. Alors, bon, donc en termes d'étapes chez nous, donc quelqu'un il fait une démo un petit peu comme on fait là, on se met d'accord sur le prix et il nous dit je souhaite avancer avec vous. Il signe un contrat avec nous. À partir de là, entre la date de signature du contrat et la date de mise en ligne du compte, en moyenne, on va compter 2 semaines, durant lesquelles on va lui demander de suivre 2 formations. Une première étape, donc sur une première formation sur la partie vraiment contenu, création de son compte, photo, descriptif, équipement, et une deuxième formation plus axée sur la mise en place des tarifs. Donc on l'accompagne sur ça, sachant qu'il a également depuis l'onglet Aide qui est en haut à droite, accès à comme des mini-sites pour avoir accès ensuite à ses vidéos et pouvoir les revoir dès qu'il le souhaite. Je ne sais pas si tu vois l'écran là. Ouais. Donc là, par exemple, j'ai Webinar 1. Eh ben, il peut cliquer sur chaque petite session et avoir accès aux vidéos. Et si par exemple, parce que ça nous arrive d'avoir des clients qui nous disent mais moi je suis jamais disponible en journée, est-ce que je peux faire ça le soir? Il peut très bien choisir de faire ça le soir lui-même. Il a toutes les informations pour faire ça par lui-même et voir toutes les vidéos. Et nous contacter ensuite une fois qu'il a fait ces 2 formations pour faire le mapping et la mise en ligne. D'accord. Une fois que le client est en ligne, il a accès, donc bien sûr, il y a un service support qui est, alors on n'est pas booking.com, mais c'est des horaires de bureau, c'est du 9h-18h en semaine,
10h, 17h en week-end. Et là, il peut joindre quelqu'un soit par chat, soit par téléphone ou email. Ou alors, il peut créer un ticket directement depuis son compte. Directement, tac, je me trompe pas. Tac. Donc là, il y a un live chat d'ailleurs aussi. Et là, il peut aussi dire je souhaite comprendre ma facture parce que je ne comprends pas un point, envoyer quelque chose et avoir son numéro de case. Et on a un site qu'on appelle donc eVivo University, qu'on alimente tous les jours. Hein. C'est du travail constant où on met à jour tous les tips, toutes les nouveautés, les nouvelles releases, comment faire ci, comment faire ça. Donc ça, c'est un travail permanent. Ok. Et puis, moi, j'ai plus qu'un point à voir, c'était la partie tarification. Ouais. Comprendre comment vous fonctionnez en termes de prix. Oui, effectivement, c'est un point important. Je vais aller, c'est là. Tac. C'est un point important pour vous surtout, parce que le client, lui, s'il ne paye pas, c'est pas grave. Mais... on essaye tous de survivre en ce moment. Mais voilà. Donc, la partie tarif, alors nous, c'est un abonnement. Donc, première chose. L'engagement initial est sur 12 mois. Au bout de 12 mois, ça se renouvelle tous les mois, mais il n'est plus engagé sur un an. D'accord. Ensuite, donc, peut payer soit par mois, soit à l'année, ça dépend donc après des clients. Et le prix va dépendre à la fois des options qu'il va choisir. Donc, par option, on entend donc tout ce qui est à l'écran là, donc le diary, website, etc. Moi, si je prends un exemple classique, on peut faire du sur-mesure. Hein. Après, en fonction des besoins des clients, là, j'ai 3 packages, mais je peux éventuellement faire du sur-mesure avec des clients qui le souhaitent. Et le prix, donc là, je me suis mis sur 10 propriétés, 10 chambres. Donc, quelqu'un qui aurait, par exemple, 10 studios, 10 T2, admettons, il va payer à peu près 10 € le bien. Donc, ça va lui faire une centaine d'euros par mois. Donc, entre 80 et 130, suivant les options. Mais moi, d'expérience, souvent, ils prennent le package du milieu, plus probablement promo manager parce que c'est indispensable, et puis le guest. Après, suivant leurs besoins, ils vont choisir de prendre un petit peu plus ou pas. D'accord. Donc, on va compter une dizaine d'euros par bien. Un point important quand on parle de chambre chez nous, on parle, entre guillemets, de chambre à coucher. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas facturer la même chose à un T2 qu'à un T3. D'accord. Donc ça, c'est un petit point de détail. Et après, quand on arrive, donc on peut très bien avoir des clients qui nous disent 10 propriétés, mais ces 10 propriétés, c'est 10 châteaux de 10 chambres à chaque fois. Ce ne sera pas le même prix que quelqu'un qui a 10 studios. Hein. Donc ça veut dire que si... Alors, il ne payera pas non plus 10 € par chambre à chaque fois parce qu'on a un tarif dégressif au-delà d'un certain nombre de chambres. Donc là, par exemple, au bout de 20 chambres, il nous contacte et en fonction du nombre de chambres qu'il a, on a une formule qui fait qu'il y a une dégressivité. Ça veut dire que moi, si je regarde cette vidéo, je vais sur le site eVivo sur la page tarif pour essayer d'avoir un prix pour mon compte eVivo, que j'ai 8 villas avec des nombres de chambres différents, plus 15 appartements, mais tous de taille différente. Je peux pas avoir mon tarif, il faut que je vous contacte. Là, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué de le faire en ligne, effectivement. Il y a un bouton pour contacter et on demande Là, le mieux, c'est il peut faire une inscription en ligne, mais dans la plupart des cas, quand c'est au-delà d'une dizaine, quinzaine de propriétés, il vaut mieux parler à un commercial pour être sûr de ne pas se tromper. Ouais. Sinon, demandez une démo ou appelez-nous. C'est le plus simple. D'accord. Et on lui donnera un tarif qui sera adapté. Par rapport à la situation. On a de plus en plus d'inscriptions en ligne pour des propriétés de taille petite ou moyenne. Dès qu'on arrive sur des tailles assez importantes, vaut mieux parler à quelqu'un de chez nous. Vous avez là, je vois qu'il y a un bouton d'inscription direct. Ça veut dire que vous avez une période d'essai ou c'est directement, on peut s'inscrire et on passe en payer en direct? Alors là, on peut s'inscrire, payer en direct. D'accord. Et après, donc, généralement, vous êtes engagé sur la première année, à moins qu'il y ait un problème vraiment particulier qui fasse que le contrat s'arrête. Mais généralement, là, on fait l'inscription en ligne. Il suit les différentes étapes. Et après, donc, le prix va apparaître. Il peut même payer par mois ou par année. Mais tout le process peut se faire en ligne d'inscription. D'accord. Est-ce qu'il y a des frais de setup? Oui, c'est important. Bonne question. Alors, si on prend encore le cas d'un groupe, d'un groupe, quand je dis un groupe, c'est qu'au-delà de quelqu'un qui aurait 4-5 unités, nous, on passe sur un pricing vraiment adapté au groupe à partir de ça. Dans ce cas-là, en termes de setup, on va compter
à peu près 200 €, une centaine d'euros pour la formation, entre guillemets, une centaine d'euros de frais de connexion. Alors nous, c'est notre cuisine interne, ce qui fait à peu près 200 € de frais de démarrage pour un groupe d'à peu près une dizaine, quinzaine de biens. D'accord, ok. Voilà, ce sera rarement beaucoup plus. Ok, donc il y a ça au démarrage. Après, il y a l'abonnement payable mensuellement ou pour l'année complète. C'est ça. Il n'y a rien d'autre à Et prévoir. après, alors, si, un dernier point qui est important, qui est lié à 2 options. L'option notamment Payment Manager et Guest Manager, donc qui sont la gestion des cartes bancaires ou la gestion des communications clients. D'accord. Donc, si le prospect, le client souhaite souscrire à l'une de ces options, il y a un coût qui se rajoute à la réservation de 1 fois 50 centimes par réservation confirmée. Alors, admettons que j'ai une réservation de une semaine, 1 000 € la semaine au ski, ça me coûte 1 fois 50 centimes. J'ai une réservation de une journée pour une nuit à 100 €, ça me coûte aussi 50 centimes. C'est 50 centimes par réservation, pas par nuitée, uniquement sur les réservations confirmées. Et peu importe le nombre de transactions qu'il y a eu donc sur une carte bancaire ou qu'il y a ou le nombre d'emails qui sera envoyé à travers le système. Oui, s'il y a un acompte qui a encaissé le solde, une préautorisation, etc., ça sera 50 centimes. Oui, une fois. Ouais, ok, tout à fait. D'accord. Donc, de savoir ça, ça peut permettre à un propriétaire qui se pose la question de directement calculer en prenant ces chiffres de l'année dernière. Alors, il ne faudra pas prendre les chiffres de 2020 parce qu'on espère que ce sera bien au-dessus dans les prochaines années. Mais on peut se rendre compte et avoir une visibilité sur le coût d'une option pareille sur l'année assez facilement en comptant le nombre de réservations qu'on a eu finalement. Ok, d'accord. Ok, bon, de toute façon, on a vu sur l'écran juste avant, je mettrai de toute façon les liens. Là, si quelqu'un veut en savoir plus et vous contacter pour soit avoir une démo personnalisée, soit pour aller plus loin, alors, directement sur le site. Ouais, le plus simple, c'est demander une démo, prénom, nom, etc. Et en fonction du département qui va mettre sur ce formulaire-là, il y a le commercial de la région qui va le contacter. D'accord. Et il va pouvoir échanger avec lui, qu'il n'hésite surtout pas à dire, par exemple, qu'il a eu connu Evivo à travers ta vidéo, par exemple, pour qu'on sache déjà un petit peu à qui on parle, mais bien sûr, il peut le faire à travers ce formulaire. Ouais, ok, super. Écoutez, moi, j'ai abordé un peu tous les points que je voulais voir de l'outil. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez une info. Non, je regarde un petit peu. On a vu le Channel Manager. La partie website, on en a parlé un petit peu. Ça, c'est bon. Je pense qu'on a à peu près compris le positionnement. Le paiement aussi. Les tarifs, on en a parlé. Guest Manager aussi. Bon, pour nous, on est à peu près bon. Hein. Tout a été vu. On pourrait passer encore des heures, hein, mais c'est pas le but. Ouais, la petite chose, c'est que les prochains développements, donc comme on les avait dit, c'était tout ce qui était connexion aux applications, aux partenaires et le développement d'une application mobile pour le printemps prochain. Ok. Je crois que c'est les 2 infos à retenir pour la suite d'Evivo. Non, c'est ça, c'est API. Voilà. Complètement. Ok. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi de nous accueillir. Je pense que ça va aider pas mal de gens à justement en savoir plus sur vous et ce que vous proposez. Donc voilà, merci. Et puis bonne suite à vous et belle roadmap parce que je vois que vous avez mis pas mal de chantiers, c'est cool. Donc de continuer d'évoluer en permanence. Donc bravo. Toujours. Merci, ouais. À bientôt. À bientôt, merci à toi. Merci Robin.